Hello! Si tu souhaites devenir hôtesse de l'air ou steward ou PNC comme on dit dans le jargon mais que tu ne sais pas du tout par où commencer, ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vais reprendre absolument toutes les étapes, donc à savoir de l'inscription au CCA, au vol de lâcher pour pouvoir devenir donc PNC un jour. Et si tu es tombé sur cette vidéo par hasard, même si j'ai envie de dire il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous, cette vidéo aura au moins le mérite d'éveiller les consciences, en tout cas sur le métier des PNC, qui ne se réduit pas simplement à servir du thé et du café à bord 1. Voilà, vous êtes mignons mais non, c'est pas juste ça en fait, voilà, cordialement. Alors, la première étape ce sera donc l'inscription. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour l'inscription? Déjà c'est avoir minimum 18 ans, donc avoir un passeport en cours de validité. Donc si vous n'en avez pas, faites la demande parce que ça peut prendre pas mal de temps selon où vous êtes en France, ça peut aller jusqu'à 4 mois d'attente. Donc ne perdez pas de temps là-dessus, faites-le tout de suite, au moins vous êtes tranquille. Ensuite, il vous faut au moins le niveau bac, en sachant que les études sup sont très appréciées en tant que personnel navigant. Ensuite, il vous faut une attestation de natation. Alors ne paniquez pas, il n'y a rien de méchant dans cette attestation de natation. Concrètement, on vous demande de savoir nager 50 mètres en un temps qui est largement faisable, puisque je l'ai fait, il n'y a pas de... Enfin, je sais plus quel est le temps exact, mais c'est facile, il n'y a pas à flipper pour ça. Savoir plonger, il me semble, et savoir nager en étant fixe, donc rester à la surface de l'eau fixe, donc vous faites le petit chien avec les bras et les jambes, ou je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser les bras avec les jambes, enfin bref, mais ça se fait, il n'y a rien de méchant là-dedans. Ensuite il vous faut donc une classe 2, donc ça c'est une visite médicale qui est faite par un médecin agréé par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile. Je vous mettrai en barre d'infos la liste de tous les médecins qui sont agréés en France et qui pourront donc vous délivrer cette classe 2. Ensuite, vous pouvez déjà passer le TOEIC parce qu'il vous faut un document qui certifie votre niveau en anglais, même si je vous recommande plutôt de le passer après votre CCA parce que comme votre TOEIC n'est valable que 2 ans, selon la durée du CCA, moi ça m'a pris 4 mois entre la théorie et la pratique, et l'obtention du diplôme. Donc pour éviter de perdre ces 4 mois que vous passez pour votre formation, attendez plutôt à la fin de votre formation et passez le TOEIC à ce moment-là. Et enfin, c'est vrai que maintenant tout se fait sur ordinateur, tablette, donc c'est bien d'être équipé soit d'un ordinateur ou d'une tablette puisque très souvent tous les modules se feront directement sur internet. Ensuite, donc pour ce qui est de la formation, donc à savoir dans mon cas j'ai passé mon CCA à l'ESMA, donc sur Montpellier, ESMA Airways Aviation. Donc ce que je vais vous expliquer pour la structure de la formation même, c'est selon l'ESMA. Voilà, c'est pas partout pareil, il y a différentes écoles en France qui vous préparent au CCA. Dans mon cas c'est l'ESMA et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc cette formation elle est scindée en 2 parties. Vous avez donc la partie théorie et la partie pratique. Donc la partie théorie elle dure 3 semaines, donc vous avez 3 semaines de cours et vous avez ensuite 3 jours de préparation à l'examen théorique. Donc vous allez bouffer du QCM matin, après-midi et même le soir si vous êtes déter pour les faire chez vous. Mais en gros les 3 derniers jours c'est vraiment QCM pour vous préparer au mieux à l'examen. Donc vous avez plusieurs modules que vous allez aborder pendant ces cours. Donc là j'ai mes notes pour la vidéo et là c'était mes notes du CCA puisque j'ai tout repris par écrit dans le carnet. Je ne crois qu'on voit absolument rien à l'écran des Hubert. Mais en gros vous allez aborder donc les aspects médicaux et premiers secours. Concrètement quand vous faites la partie médicale vous avez l'impression qu'on vous prépare un concours de chirurgien parce qu'on vous présente des trucs à bord. C'est bien de le savoir mais une fois là-haut on ne pourra pas faire grand chose, mais bon ça fait partie du jeu, c'est aussi c'est dans le but de faire une sélection pour qui est apte à faire ce métier et qui ne l'est pas. Donc les aspects médicaux, premiers secours, la sécurité, donc voilà, si on a un feu à bord, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait, avec quoi, comment. Le facteur humain qui est super important dans l'aviation, la sûreté également, les marchandises dangereuses, alors ça c'est pareil, c'est barbant, c'est relou à souhait. Mais faut y passer et bon ça se fait, voilà. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez, je peux vous assurer que même si la partie médicale et les marchandises dangereuses sont un peu complexes, ça se fait. Autant vous dire que quand vous sortez de cette formation, concrètement vous avez un petit peu l'impression d'être un couteau suisse parce que vous savez pas mal de choses et vous savez faire pas mal de choses également. Et il faudra justement le prouver donc pour l'examen théorique qui se fait en centre DGAC, donc vous en avez plusieurs en France, il y en a à Paris, Aix-en-Provence, je crois qu'il y a Marseille, il y a forcément Toulouse. Enfin bref, il y en a plusieurs, mais ça vous le saurez au moment de l'examen, où est-ce qu'il faudra vous inscrire. Donc c'est un examen qui se fait donc sous forme de QCM. Vous avez 70 questions en 1h45
et il vous faut minimum 75% de bonnes réponses donc pour valider votre examen théorique. Et surtout, ce qui est bien avec l'examen théorique, c'est que vous avez le résultat tout de suite en sortant, donc savoir si vous l'avez validé ou pas. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en sortant de l'examen, même si, si vous le réussissez, vous n'avez pas le pourcentage de réussite. On ne vous dit pas à combien vous l'avez réussi. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que c'est vrai que quand on charbonne de ouf pour préparer cet examen, on aimerait bien savoir si on l'a eu haut la main ou si on est passé à ras du cul, quoi. Du coup, après la théorie viendra la pratique, qui là, cette fois-ci, se fait sur 6 jours. Donc là, vous allez avoir des mises en condition avec des feux fumés en cabine, donc on vous met dans un espace clos qui ressemble à une cabine avec des sièges, etc. Et on va vous mettre un feu, et il faudra vous équiper, aller éteindre le feu en respectant bien évidemment les manipulations des extincteurs, donc le BCF, mouvement de balayage, 45 degrés, enfin bref, tout ça vous le verrez en cours. Ensuite il y aura donc la pratique piscine, donc là c'est vous êtes sous votre plus beau jour, vous avez le petit maillot de bain, une pièce avec le bonnet de bain, vous êtes de toute beauté. Et donc là on vous demandera de savoir enfiler un gilet de sauvetage une fois dans l'eau dans un temps imparti, mais pareil ça se fait facilement, il n'y a pas de souci. Il faudra aider un passager à monter dans le canoë, donc vous allez avoir le canoë littéralement posé dans la piscine, vous êtes à cheval dessus, il faudra aider votre passager, donc qui sera votre collègue de formation très clairement, à monter dans ce canot de sauvetage. Et enfin il faudra remorquer un passager sur 25 mètres, je crois en 1 minute 45, 1 minute, je crois que c'est 1 minute quelque chose, 1 minute 30 peut-être, je sais plus. Enfin bref, ça se fait aussi, moi avec mon gabarit c'est ce qui me faisait le plus peur, mais au final avec le poids de l'eau ça va tout seul. Et enfin vous aurez donc les aspects médicaux et premiers secours, donc on va vous apprendre à faire des bandages, des écharpes, des attelles avec des magazines, c'est zéro van, on vous fait vraiment des attelles avec des magazines et des plaids. Concrètement c'est PNC version MacGyver, je vous le dis direct, il n'y a pas de souci. Et de là donc vous aurez l'examen pratique à passer, donc qui se fait sous 2 jours. Donc là cette fois-ci l'examen j'ai pu le passer directement à l'ESMA puisque c'est un centre qui est agréé par la DGAC. Donc vous allez passer l'épreuve de feu fumé, donc l'épreuve à laquelle on vous a préparé avant bien évidemment. Donc éteindre un feu, premier secours, donc on va vous mettre dans une situation, par exemple je sais pas moi il y a un passager qui vient de se renverser du thé sur la main et du coup il a une brûlure, et comment vous allez traiter ça, avec quel produit, qu'est-ce que vous prenez de votre trousse de premier secours, etc. L'utilisation du miroir, donc ça c'est si jamais vous êtes perdu en pleine mer par exemple, oui surtout en pleine mer, il y a un petit miroir qu'on utilise, donc savoir comment l'utiliser, où pointer, comment, et enfin pour faire la réflexion pour que les personnes à bord de l'avion sachent qu'il y a des personnes au sol perdues au milieu de nulle part, pour qu'ils puissent les signaler et qu'on vienne nous aider puisqu'on sera en cas de détresse ultime. Il y aura donc l'épreuve piscine et bien évidemment toutes les procédures qui seront à connaître absolument par cœur, au point et à la virgule près, et donc ça là-dessus je ne rigole même pas, il faut vraiment tout connaître par cœur. Par exemple, là vous avez 2 pages complètes où vous avez le point 1 ici et le point 25 là, et donc tout ça il faut connaître par cœur à la virgule près et être capable de le réciter devant votre examinateur le jour de l'examen. Voilà, ça va? Vous allez bien? Donc pour la partie formation c'est terminé, on part du principe que c'est tout bon, vous l'avez, vous avez votre CCA, donc déjà bravo. Ensuite de là je vous recommande, donc, comme je vous ai dit, de passer le TOEIC à ce moment là, donc c'est un examen qui permet de notifier votre niveau d'anglais, ce qui est super important pour les compagnies aériennes, surtout que l'anglais c'est vraiment la langue de l'aviation. Donc il demande d'avoir un bon niveau en anglais, je vais pas non plus vous dire qu'il faut être bilingue, mais il me semble que sur donc le TOEIC c'est un examen qui est noté sur 990. En général les compagnies demandent au minimum 750. Donc avec pas mal de préparation, pareil c'est un examen qui se fait, en fait c'est plusieurs questions. Vous avez de la compréhension, de l'expression écrite, compréhension écrite, compréhension orale, mais rien de bien méchant, c'est des questions toutes simples. Par exemple vous avez des phrases à trous, il faut mettre le bon verbe à la bonne conjugaison selon le contexte. Des compréhensions, ça va être des tout petits scénarios qui durent même pas 30 secondes, il faut juste restituer ce qui a été dit dans le dialogue. Donc pas très compliqué, pareil, si vous vous préparez à l'examen, il n'y a vraiment pas de raison que vous ne réussissiez pas. D'ailleurs, attendez, je vais essayer de vous le ressortir, il est là. Oh, le CD est tombé, c'est pas grave. Donc moi j'avais utilisé ça pour me préparer au TOEIC. Alors le bouquin en lui-même coûte super cher, c'est 30 balles le truc. Mais pour le coup c'est vraiment pratique parce que vous avez des accès à des examens blancs au TOEIC. Donc ça vous permet de vous familiariser avec la structure même de l'examen. Donc ça c'est chouette, et vous avez vraiment plusieurs questions, plusieurs mises en situation. Vous voyez là avec la compréhension écrite par exemple,
Et on vous pose les questions. Voilà, attendez, là je suis dans les corrigés donc forcément il n'y aura pas de questions. Voilà, mais là par exemple vous voyez je suis dans la partie donc compréhension orale. Donc en fait vous avez le petit CD qui est actuellement en train de traîner par terre, hein, voilà. Et en fait vous avez donc toutes les questions et vous avez 4 choix de réponses possibles. Et donc c'est à vous de choisir la bonne réponse. Voilà, rien de bien sorcier. Du coup, je sais plus où j'en étais avec ces conneries. Oui, donc la sélection compagnie. Donc une fois que vous avez votre CCA, votre classe 2 et votre TOEIC, donc vous pouvez répondre aux offres de recrutement de la part des compagnies. Donc ces offres de recrutement, vous pouvez les retrouver un petit peu partout, notamment sur LinkedIn. Donc il vous suffit de suivre l'actualité des compagnies qui vous intéressent. Vous avez également, donc sur Instagram, vous avez un compte qui s'appelle PNC aux portes, donc je vous le mettrai en barre d'infos, mais il y a plusieurs comptes qui existent dans cet esprit-là. Vous avez également un groupe Facebook qui s'appelle Le Squad, pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais si vous êtes un peu dans le milieu et que vous suivez, vous aurez forcément les informations des compagnies qui sont en train de recruter à ce moment-là. Donc il vous faudra préparer votre lettre de motivation, bien évidemment, votre CV. Et du coup bien avoir tous les documents déjà prêts à être envoyés, donc scannés sur votre ordinateur comme ça, dès qu'il y a une offre, hop, vous mettez tout dans un dossier, vous mettez tout sur l'offre de la compagnie, envoyée et c'est bon, on n'en parle plus. De là, alors ça peut différer selon les compagnies, par exemple je sais que French Bee, puisque eux j'avais été présélectionnée entre guillemets, mais vu que j'avais pas ma classe médicale à ce moment-là, et je n'ai pas pu aller au bout de la procédure. Donc French Bee va vous envoyer un mail en disant que votre dossier a retenu leur attention et qu'il faut passer donc un petit test vidéo de même pas 2 minutes où il faut parler en anglais, et de là effectivement on vous dit si oui ou non vous êtes pris pour passer les entretiens donc de présélection sur Paris, ou pour d'autres compagnies c'est juste ok, votre dossier correspond à ce qu'on recherche, rendez-vous à Paris pour les entretiens de présélection à telle date. Ça après c'est vraiment propre à chaque compagnie, je peux pas vous faire le catalogue de toutes les compagnies, de comment elles font, parce que de 1 je sais pas, et de 2 il y a tellement de compagnies que c'est pas possible. Donc de là vous aurez les entretiens sur Paris, donc je dis Paris parce que 9 fois sur 10 ça se passe là-bas, ça peut être dans les autres villes mais généralement ce sera Paris. Et pour ces entretiens en présentiel, donc c'est généralement goupillé de cette façon, donc vous avez des entretiens de groupe le matin où on vous donnera un scénario qu'il faudra suivre, donc ça c'est pareil, c'est propre à chaque compagnie, à leurs attentes, donc je peux pas vous dire pour toutes les compagnies parce que c'est pas possible, je suis pas en capacité de le faire. Et de là, si vous validez l'entretien de groupe, vous serez retenu pour passer les entretiens individuels donc l'après-midi. Et dans mon cas, pour l'entretien individuel, c'était pas sous format de questions-réponses basiques, bateau. C'était plus, il reprenait mon CV et en fait il me posait des questions par rapport à ce que j'avais déjà fait, etc. Et à force de parler, lui en fait avait des éléments de réponse sans même qu'il ait eu besoin de poser les questions. Voilà, c'est vraiment plus un échange qu'un format question-réponse. Suite à l'entretien individuel, pareil, on part du principe que vous avez réussi, donc bravo une fois de plus, c'est une belle étape de fête. Donc on va vous proposer plusieurs dates donc pour passer les formations, pour vous former vraiment aux procédures et aux demandes de votre compagnie. Donc une fois de plus dans mon cas, et oui je ne dis pas volontairement le nom de ma compagnie, j'avais donc 2 semaines de formation. La première semaine était surtout axée sur la sécurité et la sûreté. Donc revoir toutes les procédures d'urgence, les utilisations des extincteurs. Donc vous allez passer pareil en simulateur, on va vous mettre en condition, etc. La deuxième semaine c'était surtout sur l'aspect commercial, donc le respect des procédures de la compagnie d'un point de vue commercial avec les ventes à bord, etc. Vous avez un examen donc à la fin de la première semaine pour valider toute la partie sécurité, sûreté, et vous avez un autre examen la deuxième semaine pour valider tout l'aspect commercial. Une fois ces 2 tests validés, donc vous avez une petite cérémonie de remise des ailes qui est fort sympathique puisque c'est vraiment voilà, l'aboutissement de tout votre travail depuis votre inscription au CCA jusqu'à votre arrivée en compagnie. Suite à cette remise des ailes, vous allez donc être programmé sur des vols de familiarisation et un vol de lâcher, puisque oui, il y a encore des étapes à franchir. Très clairement, si vous voulez devenir hôtesse de l'air et steward, c'est pas parce que vous avez vu la lumière au bout du tunnel, hein. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard, c'est que vous l'avez voulu, hein. Très clairement, c'est pas possible, c'est pas oh c'est sympa, tiens, non, vous l'avez voulu. Donc les vols de femmes, qu'est-ce que c'est? Donc dans mon cas, j'en ai eu 3, comme son nom l'indique, familiarisation, donc le but c'est de se familiariser avec son espace de travail, donc il faut vraiment pas hésiter, surtout pendant ces vols, à ouvrir
tous les logements de votre galet pour repérer où se trouve votre matériel parce que c'est super important pour vous. S'il arrive quoi que ce soit à bord, il faut que vous soyez capable d'agir vite et donc de trouver ce dont vous avez besoin rapidement. Et puis l'avantage des vols de femmes, c'est que vous n'êtes pas évalué sur ces vols là, donc c'est vraiment prenez le temps de poser vos questions, de fouiller vos logements, de faire, pareil, donc c'est surtout l'aspect commercial qui sera fait pendant ces vols de familiarisation. Donc le service à bord, donc notamment le thé et le café, hein, voilà, bien évidemment, on en revient. Donc c'est là notamment, on va bien vous expliquer que par exemple pour le cappuccino, le chocolat chaud, il faut bien touiller avant de donner aux passagers, enfin de donner aux clients, bien donner la serviette, etc. Tout ce genre de choses, vous le voyez pendant vos vols de familiarisation, parce que le jour de votre vol de lâcher, donc là cette fois-ci vous aurez un instructeur avec vous qui va regarder absolument tout ce que vous faites, donc il faudra bien avoir pris pendant vos vols de familiarisation des notes sur quelles sont les actions à vous, enfin pour vous, quelles sont les actions que vous devez faire, j'arrive plus à parler la France, ça y est. Quelles sont donc toutes les actions que vous devez faire sur votre poste pour que l'instructeur vous valide. Donc voilà, bien faire toutes les étapes, parce que là vous n'avez pas d'autres personnes pour vous guider. Vous êtes censé savoir le faire quand même de vous-même, on vous demande pas d'être parfait, parce que c'est pas possible. L'aspect commercial, vous pouvez pas connaître déjà tous les menus, tous les offres, toutes les petites spécificités, touillette, pas touillette, serviette, pas serviette, gobelet, pas gobelet, enfin vous pouvez pas concrètement être à 100%. Mais quand même montrer que vous avez bossé, que vous en voulez et que vous êtes à l'aise dans votre environnement. Et donc pendant ce vol de lâcher, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné pendant le vol, l'instructeur va venir vous voir et il va vous mettre en... Enfin il va vous donner un scénario, donc un scénario qui se retrouve donc dans votre manuel de sécurité, sauvetage, etc. Donc que vous avez bien évidemment étudié pendant les 2 semaines de formation jusqu'à vos vols de familiarisation, n'est-ce pas? Donc que vous êtes censé connaître par cœur et donc l'instructeur va vous mettre en condition et là il est telle heure, on est je sais pas, au-dessus de la Méditerranée, on doit faire un amérissage d'urgence préparé par exemple. Qu'est-ce que tu fais, comment, avec quoi, qu'est-ce que tu utilises, les collègues, etc. Enfin tout ce que ça engendre et c'est à vous de déblatérer toutes vos connaissances, toute la procédure que vous connaissez, de le mettre en contexte avec les passagers que vous avez dans votre cabine actuellement. Enfin c'est... Voilà, on vous met en condition et c'est à vous de vous adapter au mieux. Et de là, donc votre instructeur va vous faire un petit débrief, donc à la fin de votre... au vol retour généralement, vous expliquant donc ce qui a été bien, quels sont les axes de progrès sur lesquels il faudra travailler donc pour vraiment être au point sur les vols à venir. Et de là, eh bien, l'instructeur valide votre lâcher ou pas, mais bien évidemment, puisque vous êtes tous trop forts et toutes trop fortes, vous allez tous réussir votre vol de lâcher finger in the nose, et vous serez officiellement personnel navigant commercial. Voilà. Du coup, voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les étapes qui sont à franchir avant de devenir personnel navigant commercial. Si j'ai oublié quoi que ce soit ou que j'ai pas suffisamment développé quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis un bon gros merde si vous entamez toutes les démarches pour devenir personnel navigant. Voilà, ciao ciao!